C'est intéressant parce que tu mets le doigt exactement sur le clivage sur l'écologie. En réalité, tu as un courant de pensée qui est un courant marxiste, communiste. Il s'appelle écologiste, mais en réalité, c'est le nouveau label. Et ils utilisent la peur environnementale ou l'enjeu climatique, non pas pour résoudre le problème, mais en réalité pour changer de société. Et donc, la question du progrès technique que tu mets en avant, ça les gêne. Parce que le progrès technique permet de résoudre les défis de demain sans avoir le changement de société. Et donc, ils ne veulent pas l'avoir. Donc, ils s'attaquent au progrès technique. Par exemple, on va fermer les centrales nucléaires. Alors que, logiquement, vu que c'est elles qui permettent de décarboner, bah, évidemment qu'on devrait plutôt investir dans le nucléaire. Ils vont supprimer la recherche sur la quatrième génération de nucléaire. Projet Astrid, qui vise donc en fait à recycler pour 1000 ans les déchets, tout en nous disant oui, mais le nucléaire, c'est pas bien parce qu'il y a des déchets. Il tue la seule recherche qui permettrait de résoudre le problème. C'est génial. C'est génial. Et on le voit dans. D'ailleurs, il y a eu un débat au Parlement l'an dernier sur la neutralité carbone. Entre les écolos qui disaient il faut atteindre la neutralité carbone sans hors gain de productivité technique, et ceux qui disaient il faut atteindre la neutralité carbone, mais en comptant les progrès de la technique. L'enjeu est là. Parce que si je veux atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire je mange tout le carbone que j'émets en une année, et que je dois le faire uniquement par des moyens naturels, c'est un peu comme le régime en fait. J'ai pas droit à contracter mon estomac ou me faire opérer au bistouri. Il faut que j'y arrive uniquement en mangeant des poireaux tous les jours. Et donc forcément, il y a un changement d'alimentation. Mais ça veut dire quoi derrière si je le mets sur un pays? Ça veut dire plus d'élevage, plus de tourisme, plus d'avions, plus de voitures, plus d'industrie. C'est le pays des cavernes. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et d'ailleurs, dans la Convention climatique citoyenne, là, c'est ça en fait. Et il n'y a aucune réflexion économique derrière. Donc moi, je suis favorable, effectivement, mais je suis conscient aussi que, par exemple, le projet ITER, le projet de fusion, on en est au balbutiement et on aura sans doute peut-être une application dans 40 ans. Donc la transition, de facto, elle est lente. Ah, c'est intéressant. Ma première, c'est un changement institutionnel. Parce que ça a l'air, les gens considèrent en réalité que tout ça est anecdotique, alors que si on veut faire réussir une politique, il faut que les règles du système permettent à cette politique d'exister. Je ne peux pas lutter contre l'immigration aujourd'hui. Si demain je suis élu président, je ne peux pas lutter contre l'immigration avec les règles actuelles. Donc moi, je commencerai par équilibrer les institutions. C'est-à-dire que je proposerai une réduction du nombre de parlementaires, une réduction de leur mandat, un allongement du mandat présidentiel, pour le détacher, je dirais, un renforcement du rôle du Premier ministre, et surtout, je réaffirmerai par un changement constitutionnel la primauté de la loi par rapport à toute une série de textes internationaux qui ont été pris avant. Parce qu'aujourd'hui, je veux expulser, je sais pas moi, un terroriste algérien, on va me dire, ah, il y a la convention machin qui dit que. Attendez, qui est le président de la République? C'est moi. Donc je ne peux pas l'expulser, je ne vais pas mettre dans mon pays. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Première idée. Deuxième idée, je crois que je ferai voter une loi permettant la création d'un nouveau type de société, qui serait des sociétés à participation égalitaire, qui permettrait pour des startups ou des nouvelles entreprises de commencer dès le départ avec la moitié des parts qui appartiennent aux salariés et la moitié des parts qui appartiennent à ceux qui amènent le capital. Pour que le partage de la richesse dans ces entreprises soit dès le départ organisé de manière à ce que ce soit 50-50 et pour changer la relation entre le patronat, enfin dépasser la lutte des classes. Troisièmement, je m'attaquerai au sujet de l'éducation, qui est à mon avis le sujet numéro un. Je rétablirai le certificat d'études, au CM2, en disant personne passe en sixième si vous ne savez pas lire, écrire, compter, maîtriser le français et si vous n'avez pas des bases solides de l'histoire et de la géographie de ce pays. Et en primaire, moi je me concentrerai sur ça. Après, charge de rajouter l'arbre de Noël avec tout ce qu'on veut comme voilà. Et sans doute que je mettrai au collège des enseignements civilisationnels, c'est-à-dire après avoir appris l'histoire et la géographie de ce pays, j'imposerai de comprendre la religion juive, la religion musulmane, la religion chrétienne,
pour comprendre en fait le monde spirituel, les philosophies, l'humanisme. Enfin, j'essaierai vraiment d'ouvrir pour en faire des citoyens. Et surtout, enfin, j'arrêterai de penser l'école comme un lieu où on fabrique des employés. L'école n'est pas faite uniquement ou, ou spécifiquement pour fabriquer des salariés pour les entreprises. Il faut arrêter avec ça. L'école, elle est faite pour fabriquer des citoyens. Donc jusqu'à 18 ans, on doit faire des citoyens. C'est pour ça qu'on vote à 18 ans. Après 18 ans, monde du travail. Et dans ce cas-là, je pense que c'est aux entreprises d'investir les universités et voilà, les formations professionnelles devraient être directement financées. Voilà nos besoins. Voilà. Et à la limite, ceux qui font que du théorique, ça peut exister. Voilà. Tu m'en as demandé plusieurs. Hein. Tu es sûr que tu en veux 10? Quatrième mesure. Quatrième mesure. Je pense que je reverrai le ministre de la Culture pour le résumer à la protection du patrimoine et je ferai un grand plan de rénovation du patrimoine qui, à mon avis, part en sucette. Cinquième mesure, une loi qui reverrait la décentralisation avec la revalorisation de la commune, l'intégration du département à la région avec les mêmes élus qui siégeraient dans les deux instances, la limitation du pouvoir des intercommunalités, la suppression des scrutins à la proportionnelle et uniquement des scrutins unipersonnels pour encourager l'enracinement. Ah, je changerai rien. D'ailleurs, c'est pas une punchline, c'est une devise. C'est pas des valeurs, c'est une devise. Ça n'a pas un sens juridique. C'est une devise. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui? Non, non, il n'y a pas de. C'est pas une question de paradoxe. Je pense que tout homme aspire à la liberté, c'est-à-dire à la capacité de construire sa propre vie. L'égalité, en revanche, est considérée que chacun doit être traité de la même manière et que les discriminations ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, c'est-à-dire justifiées par un désir de justice. Il est normal que celui qui soit handicapé, on puisse lui permettre d'accéder en ascenseur à la salle de vote et pas celui qui est valide. C'est pas. Donc je veux dire, la République ne dit pas que tous les hommes sont égaux en nature, ils sont égaux en droit et elle compense quand il y a un petit coup de pouce à mettre. Voilà. Quant à la fraternité, c'est peut-être le principe le plus vague, mais je crois que c'est ce qui permet une société de vivre ensemble, une société de citoyens. Un peu comme l'écologie, où mon mouvement qui s'appelle Oser la France avait fait un livret sur l'écologie humaniste. L'année précédente, il avait fait un livret qui s'appelait Les Islams de France. Alors moi je crois qu'on doit, la République étant laïque, la France est un pays de culture judéo-chrétienne. La République est laïque, pas aveugle, mais elle considère qu'elle n'a pas à favoriser telle ou telle religion. Ça fait partie d'une autre sphère. Donc pour moi, la laïcité, en réalité, le problème aujourd'hui se pose particulièrement avec une religion dynamique et nouvelle, qui est l'islam. Donc les musulmans doivent exactement avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que les juifs ou les catholiques ou les bouddhistes. C'est-à-dire, même si ça nous dérange la capacité de construire des édifices de culte, de ne pas être spécifiquement aidés ou entravés par rapport à ceci, et que leur culte se fasse dans ces lieux. Après, il y a des éléments qui n'ont pas trait à la religion, mais qui ont trait à la culture. Et c'est là où, je dirais, moi, je mets un holà, c'est-à-dire que autant j'admets qu'on puisse importer une religion étrangère, autant je n'admets pas qu'on puisse importer une culture étrangère. Je vais prendre un exemple non clivant, comme ça sera très simple. Quelqu'un qui se convertit au bouddhisme et qui a envie de créer un temple bouddhiste pour prier Bouddha, ça le regarde. En revanche, s'il se met à se balader avec une espèce d'habit ou de toge du Dalai Lama dans les rues, risque de devenir gênant pour les autres, parce que c'est une manière d'affirmer sa foi ou de faire du prosélytisme. Donc, s'il y en a un, il passera peut-être pour un original, mais au bout d'un moment, dans un village provençal, ça risque de devenir compliqué. Donc, je crois que c'est sur cet aspect culturel où on doit se battre, en disant la République est laïque, mais la France, elle, a une culture nationale. Et si vous voulez vous assimiler, vous devez la respecter. Donc ça signifie d'abord dans les lieux publics, je dirais les édifices de l'État,
Pas de port du voile, par exemple, pas de port de signes religieux, parce que la République est laïque. Quand ce sont des fonctionnaires, c'est obligatoire. Et même, je pense que ce serait bien pour le public. Après, il y a l'espace collectif qui appartient à tout le monde, où là, c'est la liberté qui doit prédominer, parce que notre devise, c'est la liberté. Maintenant, il faut faire appel à l'intelligence. C'est-à-dire que ne vous plaignez pas d'être rejeté si vous vous singularisez. Un jour, j'ai reçu ici des femmes voilées. Ils me disaient, je ne comprends pas pourquoi. Je dis, ben, c'est simple. Imaginez que vous organisiez un couscous en bas de l'immeuble tous les dimanches. Il y a une nouvelle habitante qui vient et qui dit, ben, moi, je veux bien participer à votre dîner, mais je ne mange pas du couscous, je mange végétarien. Et du coup, elle vous embête parce qu'elle ne veut pas partager la même cuisine que vous, elle ne veut pas manger dans le même pot que vous. Ben, quand même vous ouvriez les bras au départ, au bout d'un moment, vous allez dire, finalement, elle nous embête. Parce qu'elle n'est pas comme nous. Elle ne fait pas d'efforts. Elle ne fait pas d'efforts pour s'intégrer. Eh ben là, c'est la même chose. Il y a des Français qui sont dans ce pays, un vieux peuple qui considère que les femmes ne portent pas de voile, et donc ça les embête quand vous le portez. Vous avez le droit, hein, comme vous avez le droit de vous habiller en orange ou en jaune. Mais sachez qu'en le faisant, vous créez un ressenti. Et puis, si en plus vous le portez pour des raisons religieuses, c'est-à-dire vous pensez que votre religion l'emporte sur les règles, c'est-à-dire quand vous venez défier les lois de la République alors que c'est interdit, alors là c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est une idéologie politique. Vous dites, moi je suis dans un pays qui ne reconnaît pas de religion, mais je dis que ma religion doit être imposée à la République. Alors là, pour le coup, c'est plus seulement de la tolérance, c'est de la légalité, et là vous m'aurez en face. Je crois qu'il faut distinguer des mots qu'on a tendance à mélanger. Le culte, la religion, la croyance, la foi, la culture, qui ne sont pas exactement la même chose. La foi, on l'a ou on l'a pas, et à la limite, le degré de foi qu'on peut avoir échappe à son voisin. Après, les religions sont organisées, c'est-à-dire qu'elles fournissent une vision du monde. Et il est normal que cette vision soit collective. Donc, dans l'espace collectif, elles imposent une forme de manière. Et elles structurent aussi l'espace. Donc, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'elles tentent de structurer un espace collectif. Elles permettent finalement de passer de l'individu solitaire à un groupe. La difficulté, c'est que la République a également son espace collectif où elle essaie de faire le même travail. Donc, il peut y avoir des points de concurrence. Il est certain que de toute façon, une religion, c'est donner du sens à sa vie, et donc ça peut prendre une importance très grande. Ça peut être une source de fermeture, ça peut être aussi une source d'ouverture. Tout dépend de la manière dont on le vit. Mais c'est pas spécifique aux croyances religieuses. Croyances politiques, c'est la même chose. Je connais des militants politiques qui sont bordés, je connais des militants politiques qui sont ouverts. L'idée que on serait mieux sans croyance, c'est-à-dire dans une société d'indifférence où tout le monde aurait aucun avis, c'est pire. Moi, je préfère une société où au moins les gens ont des croyances, parce qu'on peut les affronter, les combattre. C'est comme ça que la démocratie se naît. Voilà. Ce qui est ennuyeux, c'est quand vous avez une croyance qui dit, ben, parce que moi j'ai la vérité, je vais vous imposer mon point de vue. C'est là où la démocratie finit. Oui et non, c'est très compliqué parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Salaudet, qui est derrière moi d'ailleurs. Euh, Il y a ce mythe du vrai Jean. Dans mon livre, je l'appelle Jean vrai Jean. C'est celui qui vient vous voir au bar ou un jour dans une soirée, qui vous dit, ah, monsieur le député, je suis content, en fait de la politique. Bon. Ne croyez-vous pas que. Puis alors, il affirme quelque chose, il dit, bah non, je suis pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, bah voilà, vous êtes déconnecté, etc. Ce qu'apprend la politique, c'est qu'il n'y a pas une réalité. Il n'y a pas un terrain. Que le fait de savoir faire du pain, le fait de faire ses courses et de connaître le prix du paquet de ravioles, le fait de savoir le nom des rues, ou, qui sont dans des expériences concrètes ou sensorielles, ne sont d'aucun secours pour réfléchir. Il y a une idéologie du terrain qui s'est créée, qui est de dire, moins finalement on théorise, plus on est dans la description de ce qui est, plus c'est intelligent. C'est totalement faux. Totalement faux. Le terrain, c'est ce qui permet, par contre, d'avoir des capteurs, c'est-à-dire de comprendre la manière dont les choses sont ressenties. Mais un ressenti n'est pas forcément une vérité. Et même d'ailleurs, vous pourriez avoir 1 million de gens qui ressentiraient la même chose, que ça ne fait pas pour autant une vérité.
Et c'est pas forcément pour autant qu'il faut suivre, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément aller dans le sens des sondages ou dans le sens des... Bon. Donc, quand on dit qu'ils sont déconnectés de la réalité, ils sont déconnectés de toute une série de réalités. Oui. Mais en même temps, ils sont connectés d'une autre série de réalités. Ils sont connectés à une autre série de réalités qui, pour le coup, sont très étrangères, entre guillemets, à ce qu'on appellerait la France d'en bas. Et que même moi, d'ailleurs, voilà. Parce que peut-être que quand on arrive à la première réunion du FMI, il y a un type en bout de table qui vous dit, mais vous savez, le problème de votre pays, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on ne le savait pas. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il y avait des forces qu'on avait sous-estimées ou des principes qu'on avait surestimés. Et c'est toute la difficulté. Ça, je dirais que c'est un premier problème. Alors c'est vrai qu'il y a un risque, mais c'est propre, je dirais, à la fonction exécutive. Et c'est pas propre à la démocratie ni à la Ve République. Ça a été de tout temps. La reine d'Angleterre, avec l'affaire de Lady Di, Louis XVI, avec Necker. Enfin, je veux dire, par définition, plus vous êtes loin, plus c'est compliqué de connaître le terrain. Et puis surtout, les gens n'acceptent la démocratie que quand ils voient à quoi vous servez. Pourquoi ils aiment le maire? Parce qu'ils le touchent, ils le voient sur le terrain, ils voient ce que font le maire. Le maire, je l'ai vu ce matin, il allait regarder les trottoirs. Donc le maire est utile. Le député, il est à Paris, je ne sais pas ce qu'il fait. Je l'ai vu à la télé, donc ça prouve qu'il est toujours vivant, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Le ministre, le président, j'ai aucune idée de ce qu'il fait le matin, à midi, le soir. J'en sais rien. Et donc, c'est propice, évidemment, à toutes les suspicions. Ensuite, il y a aussi le fait que désormais, dans une société médiatique, il y a une décorrélation entre la démocratie et la vie médiatique. Et ça fatigue les gens, mais malheureusement, vous pouvez pas. Si vous ne rentrez pas dans ce jeu médiatique, vous n'existez pas. Et c'est comme du temps de Louis XVI. Il y a deux noblesses, la noblesse de robe et la noblesse d'épée. Il y avait les gens qui avaient des titres à rallonge, mais qui ne pesaient rien à la cour. Eh bien, vous pouvez être président du conseil régional, tout puissant dans votre département. Vraiment, vous êtes l'homme de la situation. Vous ne passez pas à BFM TV, eh bien, vous n'avez pas la noblesse médiatique. Et à côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à une élection, mais quand il dit quelque chose sur une antenne, eh bien, ça a énormément de répercussions. C'est toute la différence entre, d'un côté, la présidente de la région Pays de la Loire, qui a sans doute beaucoup de pouvoir économique, mais que vous ne connaissez pas, et à l'autre côté, Marion Maréchal Le Pen, qui s'est présentée 2 fois à une élection et qui a démissionné des deux, mais qui, lorsqu'elle dit quelque chose, les gens vont dire, ah, ça fait l'actualité. Ben, la vérité, elle doit être entre les deux. C'est-à-dire qu'à mon avis, pour avoir une bonne politique, il faut avoir la noblesse de robe et la noblesse d'épée. Oui, parce que les gens ne s'intéressent pas au fond. C'est ça la réalité. Les gens ne lisent plus. On n'a jamais autant écrit de livres non lus. Les gens se critiquent sans chercher à comprendre. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux. On vient... Il n'y a pas de contrôle, pas de... Donc c'est pour ça que c'est la caisse à médisance, à diffamation. C'est comme ça. Donc c'est ça qui est complexe. Il faut maîtriser la forme et maîtriser le fond. Mais c'est l'avantage d'avoir fait l'ENA, c'est que quand je vais sur un débat, au début je pensais que j'allais avoir des adversaires retors, donc je révisais avant. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui arrivent à la télé, en fait ils ne maîtrisent pas les sujets dont ils parlent. Ils ont ce qu'on appelle des éléments de langage. Donc le type vous dit, oui, sous Sarkozy, il y a eu une baisse de 25% des policiers. Ah bon? Quelle est la source? Pardon? Quelle est la source? Vous dites, oui, 25%, ok. Je sais pas, vous citez un chiffre. Dites-moi, ça s'arrête là. Vous dites, bon, donc en fait tu cites un chiffre, donc si tu connais pas la source, c'est que c'est pas toi qui es allé chercher. Donc en fait ton argument il vaut rien. Commence déjà par travailler, puis après tu me donneras la leçon sur les autres. Il ne faut pas y accorder plus d'importance. Moi, j'en ai fait un dans la ville de Carpentras, qui a été attaqué parce qu'on m'a dit oui, mais que valait un sondage? Un sondage, c'est une photographie. Alors, il y a des sondages très clairs, il y a des sondages moins clairs. Quand vous avez des écarts de points, bon, ça peut vous induire en erreur. Ça peut permettre aussi, quand on vous dit la cote de popularité de M. Macron est de 40%, bon, c'est peut-être pas 40%, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a plus de Français qui l'aiment pas que de Français qui l'aiment. Donc ce qui est important, c'est de voir d'un sondage à l'autre comment ça évolue. S'il est passé de 40 à 30, c'est pas bon. Voilà.
Après, il y a toujours eu dans le politique la volonté de se raccrocher à l'irrationnel pour aider à la gouverner. Parce que gouverner, c'est très dur en réalité. Donc, dans les temps anciens, on regardait, on interrogeait les dieux. On étripait un poulet et on disait les dieux ont dit qu'il fallait aller à gauche. Bon, ça permettait d'asseoir la stratégie. Puis si on se trompait, on dit ben, on a mal écouté les dieux, ou les dieux nous ont été bon. Puis après, on a essayé la science, les voyants, les médiums. Je pense que les sondages font un peu partie de ça, c'est-à-dire que ça permet, dans un monde d'incertitude et très complexe, parfois de rationaliser les choix. Pour certains qui sont plus escrocs que d'autres, ça permet d'avoir l'impression d'être intelligent. C'est simple. Faut-il être pour le port du voile ou contre le port du voile? Faisons un sondage. Ah, il y a une majorité de gens qui sont contre le port du voile. Donc, je suis contre le port du voile. Ça, c'est dangereux, en revanche. Parce que les gens ont une opinion, mais l'objectif de la démocratie, c'est de les convaincre éventuellement par rapport à ce que vous pensez être bon. Parce que l'intérêt général, ça n'est pas la somme arithmétique de la volonté individuelle. Mais parce qu'en fait, c'est un écosystème qui s'est développé ainsi, c'est la loi du marché en réalité. C'est-à-dire on multiplie le nombre d'acteurs, comme le fromage de l'audimat elle-même, qui n'a pas beaucoup grossi, ils sont donc en compétition avec des modèles économiques de plus en plus faibles, où ils ont des moyens d'investissement en baisse et un taux de rentabilité en baisse, d'où une plus grande fragilité, d'où la question du risque. Ce qui est quand même incroyable, c'est que pendant les chaînes d'actualité, on en a trois grosses, le même jour, à la même heure, elles vont traiter le même sujet. Comme les marchés boursiers. Comme les marchés boursiers vont dire on va tous acheter la même action. Ce qui fait qu'ils se plantent tous en même temps. Parce qu'il est plus dangereux pour un spéculateur de parier contre ses collègues, contre la règle du marché. Il vaut mieux perdre avec tout le monde que perdre tout seul. Pareil pour la chaîne. Et alors ils en souffrent d'ailleurs. Hein. Ils en souffrent même. Parce qu'ils sont obligés de combler le vide et de faire tourner la grande machine et le grand Moloch. Bon, mais moi je regarde de moins en moins. En plus, bon, j'ai été pas mal invité, mais avant, au début, j'acceptais beaucoup, puis au bout d'un moment, c'est lassant. C'est lassant parce qu'on est interchangeable. Hein. On m'appelle, on me dit, ben voilà, on voudrait vous inviter. Très bien, pour parler de quoi? Ah, on ne sait pas encore. C'est fantastique. C'est fantastique quand on y réfléchit. En fait, vous avez besoin d'un être humain sur un siège qui dise quelque chose. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et donc on en souffre, mais je crois que tout ça est vivant et dynamique, et donc ça évolue, l'air de rien. Quand les chaînes en continu sont arrivées, on n'avait pas la même attitude. Les goûts, les gens réagissent. Un jour, ils vont faire une overdose, donc ils vont arrêter de regarder. Ce qui va les obliger, ces chaînes, certaines vont disparaître, d'autres vont être obligées. Prenez par exemple le cas de CNews, c'est intéressant, CNews, elle a failli mourir. Elle s'est réorientée sur un sujet différent, elle a décidé de devenir la chaîne qui, on va dire, accueille plutôt les protestataires, les Zemmour, les pros, les Bourdins, etc. Elle prend subtilement, elle dit BFM, c'est Macron, nous, c'est la droite hors les murs. Et donc elle capte, elle fait ce que fait à l'américaine une autre chaîne bien connue. Donc je dirais qu'il y a une évolution, voilà. Et puis sans doute qu'un jour il y aura une chaîne d'actualité qui dira, ben, nous on va faire l'inverse, on va faire de l'information longue. D'ailleurs moi quand je regarde la télé, c'est pour de l'information longue, c'est pour passer une heure devant enquête exclusive. Là je regarde. Preuve que bon, tout évolue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons perdu les conditions qui permettent à un pouvoir de diriger vraiment, ce qu'on appelle la souveraineté, et que des raisons idéologiques et la peur font que nos dirigeants ne sont pas en mesure de rompre et de trancher les chaînes. Il y a toujours des démagogues qui expliquent qu'il faudrait tout trancher. Non, il y a des points qu'il faudrait trancher. Et puis, deuxièmement, il faut comprendre que le pouvoir n'est fort que parce qu'il a le soutien des gens. Le pouvoir est une forme d'illusion. Nous sommes efficaces parce qu'on nous soutient. C'est pour ça que quand on ne nous soutient pas, nous perdons notre efficacité et donc de facto, ça stagne. Et malheureusement, c'est pour ça que Macron, de mon point de vue, avait des difficultés pour réussir par avance. Ce n'est que la pratique du pouvoir qui montre en réalité ce qu'on peut en faire.
C'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui ont gouverné ont envie de revenir, parce qu'ils ont capitalisé sur leur expérience. Mais c'est au moment où ils ont l'expérience qu'on les empêche de devenir utiles. C'est malheureux. C'est une vocation. La politique, ça n'enrichit pas, contrairement à ce que les gens pensent. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait des études, c'est complètement stupide de faire de la politique. Moi, je suis stupide. Et au plan économique, mais des fois, j'ai déjeuné avec un copain qui a fait les mêmes études que moi. Il gagne 10 fois mon salaire. 10 fois mon salaire. Moi, je mets au défi n'importe qui, dans n'importe quelle couche sociale, de découvrir un copain d'école qui avait exactement le même truc, qui vous dit, bah tiens, toi tu gagnes ça, moi je gagne 10 fois ça. Et ne pas se dire, bah quand même, j'aurais peut-être dû revoir mon orientation professionnelle. Bon. Donc en fait, la seule chose qui permet de résister, c'est le virus. C'est que Alors, vous avez ceux qui y sont pour de mauvaises raisons. Mais enfin, on va parler de ceux qui sont là pour les bonnes raisons. L'envie de changer les choses, le goût du collectif, le goût de l'intérêt général, le goût de la confrontation d'idées, le goût de la conquête aussi, parce que la politique, c'est quand même un truc où vous singularisez votre image et vous êtes en combat. C'est de l'émulation, hein, c'est très concurrentiel en fait, c'est comme le monde de l'entreprise, mais le produit c'est vous. Bon. Et puis il faut avoir une dose quand même d'ego, parce que si vous n'avez pas d'ego, si vous ne croyez pas dans ce que vous représentez ou dans ce que vous portez, bah, c'est pas vrai, vous abandonnez rapidement. Après, ça attire aussi des gens qui, comme le niveau a plutôt baissé, qui se disent, bon, bah, parce que pour quelqu'un qui a fait des études, beaucoup d'études, c'est pas rentable. Pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément fait des études et qui n'aurait pas forcément trouvé de job dans le public ou le privé, ça peut être très rentable. Ils gagnent ou ils gagneront deux fois ce qu'ils auraient gagné. Alors du coup, ça vous produit par contre là une classe politique qui s'accroche. Et qui d'ailleurs n'aime pas les gens trop brillants parce que ça les gonfle, parce que ça gêne dans le système. Voilà. C'est comme ça qu'on développe souvent le clientélisme. Bon. Et malheureusement, la réponse qu'on a par rapport à ça, c'est de dire bah, il faudrait les obliger, plus d'obligations de transparence, les embêter, etc. En ne comprenant pas qu'on fait partir les meilleurs. C'est qu'il n'y a aucune entreprise où si on embêtait les plus capés, les types resteraient. Voilà. Donc le risque, c'est d'avoir bah, les moins bons. Enfin, en tout cas, pas forcément bons, parce que c'est pas l'étude qui corrèle l'intelligence. Vous avez des gens comme Pierre Mauroy, qui n'avait pas fait des grandes études et qui était sans doute un Premier ministre plein de bon sens. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui ont les clés du monde dans lequel, de la complexité internationale dans laquelle on vit, parce que les études les ont menés à ça, ceux-là, bah, ils risquent de ne pas rester. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez de plus en plus d'apparatchiks en politique, d'assistants parlementaires, de fonctionnaires. Voilà. On vous dit qu'il n'y a pas de gens du secteur privé, mais c'est très simple, parce que pour quelqu'un qui vient du secteur privé, c'est pas du tout rentable. Ils perdent des clients, ils se font insulter, c'est très violent. En plus, il y a là aujourd'hui l'attitude des gens, il y a moins de respect. Voilà. Oui, c'est un drôle de milieu, mais moi j'en souffre pas parce que dans ma circonscription, j'ai créé un état d'esprit, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai soutenu des gens qui ont fait des carrières politiques. J'ai l'impression de contribuer à l'amélioration du système et on me tire dessus parce que je gêne, mais je sais que ceux qui me tirent dessus le font parce qu'ils ont très bien compris ce que j'étais en train de faire. Et en même temps, je me sens très libre par rapport aux gens qui m'ont élu. Parce que je me dis, bah, si un jour ils décident que bah non, c'est pas ce qu'il y a qu'ils veulent, c'est la vie. Et au moins, j'aurai le sentiment d'avoir tout tenté. Donc ensuite, je me sentirai déresponsabilisé par rapport à l'avenir. Voilà. Ça m'est arrivé, moi, de... Non, oui. Ça m'est arrivé au moment de mon élection en 2012, où à 3 semaines, les 3 semaines qui ont précédé mon élection, je suis tombé 3 fois par hasard sur des médiums, des voyants, qui m'ont tous dit la même chose. Voilà, une espèce de conjonction. Donc ça a commencé par un voyant, un ami qui va voir un voyant, qui dit, mais vous avez un ami à vous qui se lance en politique. Il dit, oui, oui, c'est vrai. Et il lui dit, je vois le chiffre 5, je vois Paris. Il se présente comme député, oui, il va gagner. Il m'appelle, il me dit, imagine, le 5e circonscription. Je disais, les voyants, bon, il a peut-être dû, bon. Puis ensuite, j'anime une réunion, et là, il y avait un gitan
qui connaissait plein de choses sur moi. Il vient me voir à la fin. Il pose plein de questions. Je dis, vous êtes vachement informé sur moi ou... Il me dit, mais parce que je suis un colleur d'affiche de votre adversaire. Je dis, qu'est-ce que vous faites dans ma réunion? Il m'a dit, j'avais envie de savoir qui vous étiez. Et après vous avoir écouté, je vais voter pour vous. Et si un jour vous passez par la Tour d'Aigle, qui était le village de mon adversaire, venez voir un tiers restaurant. Une semaine plus tard, je passe par là, je rentre dans le restaurant, et il me dit, ma mère veut vous voir, à l'arrière-cuisine. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je dis à celui qui était avec moi, je dis, écoute, si je reviens pas, tu appelles la police. Je rentre, et là je vois arriver une gitane, vous savez, vraiment à l'arrière dans la cuisine, et je sens mes cheveux, mes poils qui se dressent, et il me dit, je savais que vous viendriez. Je dis, vous êtes une médium. Il me dit, oui, ça fait longtemps que je vous suis, et je sais que vous allez gagner, vous allez voir. Bon, je sors de là, je dis quand même, bizarre. Et puis une semaine après, je vais sur le marché de Pertuis. Et je le faisais quand même tous les vendredis, donc je connaissais les stands. Et je vois un stand, je ne connaissais pas. Une dame qui faisait du tirage de cartes, pas du tarot d'ailleurs. Bon. Je dis, vous faites du tirage de cartes? Elle me dit, oui, oui, bon, je dis très bien. Elle vous dit, vous voulez que le faire? Je dis, écoutez, non, je suis en train de distribuer les tracts. Non, non, mais venez, je vous le fais. Non, mais je dis, mais en plus, j'ai pas d'argent, mais je vous le fais gratis. Je dis, je ne vais pas vous. Je dis, mais si, je vous fais gratis, je vous fais gratis. Bon, très bien, je fais le tirage. Et alors, elle me dit, alors ça, c'est l'ange, ça, c'est le succès, ça, c'est le bonheur, ça, c'est la richesse. Moi, je lui dis, il est bien votre jeu. Il y a que des cartes positives. Elle me dit, ah non, monsieur, il y a 24 cartes, 12 cartes positives, 12 cartes négatives. Je dis, alors où elles sont les cartes négatives? Elle me dit, monsieur, je vous ai fait faire 3 tirages, vous avez tiré 12 cartes positives. Les 12 du jeu. Je dis, ah. Je dis, bon, c'est plutôt bon pour les élections. Elle me dit, oui, monsieur, vous serez élu. Voilà. Et donc, voilà. Donc, expérience mystique, parce que je me suis dit, bon, j'ai un esprit cartésien, mais je me suis dit, c'est quand même marrant. 3 voyants que je n'avais pas sollicités qui viennent, tels les rois mages, m'expliquer les uns après les autres que j'allais gagner. Moi, j'avais une grand-mère qui voyait, qui rêvait la nuit de rêves prémonitoires. Donc, du coup, je peux concevoir que ça existe. J'avais un cousin très lointain qui était guérisseur rebouteux, qui ne pouvait pas rentrer dans les cimetières. Il disait, je ne rentre pas dans les cimetières parce que je sens que je ne peux pas les soigner. J'ai vu des choses, j'ai eu un ami dont la fille était très malade, et c'était un cartésien, vraiment, il était laïcard, pas du tout mystique, vraiment. Et puis un père dont la fille est en train de mourir, un jour il dit tant pis, voilà. Donc il fait venir un rebouteux, et le rebouteux lui avait fait disparaître des 2 tiers la tumeur cérébrale. Et les médecins ne comprenaient pas. Donc je conçois, parce que je ne vois pas d'autres je dirais, raisons objectives, qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle paranormal, mais des choses qui ne passent pas, qui n'ont pas encore été expliquées par la science. Voilà. Ah, moi je crois beaucoup aux vertus de l'humour. Je crois que je crois que ça fait partie de la vie et c'est un signe d'intelligence. Après c'est du sérieux, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je veille à garder mon sens de l'humour. Moi j'utilise l'humour parce que c'est une manière moins agressive de faire passer des messages politiques. Par exemple, ce matin, alors j'adore les jeux de mots, mais bon. Ce matin, j'ai appris que Madame la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avait dit, je ne sais pas comment expliquer à mes enfants s'il est bon ou pas de jeter des pierres sur des policiers. Et donc j'ai tweeté, heureusement que j'ai su expliquer à mon fils qu'il ne fallait pas jeter des pierres à Sibeth Ndiaye. Parfois, une communication lapidaire permet d'éviter une lapidation médiatique. Et voilà, c'est ma manière à moi, qui est peut-être moins percutante dans le sens où elle va être moins agressive, moins retweetée, mais je trouve que ça permet, voilà, sans s'attaquer à la personne, de faire passer mon message. Puis après, c'est un art de vivre, parce que j'ai jamais su résister à un bon mot, des fois pour mon plus grand détriment, parce que des fois on regrette un bon mot très cruel peut... Voilà, je me souviens un jour d'avoir appelé Darmanin Darmalin. Toute la presse, depuis 10 ans, l'appelle Darmanin.
J'espérais que j'espérais que l'information était remontée jusqu'à toi. Qu'est-ce que c'est l'amour? Bonne question, hein. Moi, je ne suis pas un philosophe. Euh, L'amour, c'est une évidence fusionnelle. C'est quelque chose qui ne s'explique pas et qui vous tombe dessus. Et c'est un peu comme le bonheur, c'est-à-dire que plus vous essayez de l'expliquer, moins ça rentre dans des cases. Et c'est une fois qu'il a disparu que vous vous rendez compte qu'il existait. Donc c'est une empreinte ou une ombre. Les femmes adorent parler d'amour. Moi, je pars du principe que je fais partie des taiseux, c'est-à-dire je pars du principe que c'est comme quand on évoque les morts ou les disparus. C'est-à-dire que à trop en parler, on risque quelque part de lui donner une consistance matérielle qui cadre mal avec le fait que c'est une présence éthérée. Je suis trop irrationnel, voilà. Mais bon, pour l'avoir trouvé, je sais qu'il existe. Ah ben c'est une manière de... Ça rentre en fait dans la dictature comportementale et ça cadre avec une société consumériste où tout rentre dans des cases de plus et de moins. Mais c'est une conception de la société qui évacue toute mystique et qui évacue toute dimension de l'homme en fait. C'est-à-dire que celui qui malheureusement est né avec peu d'atouts dans la vie, bah lui, bah, il est condamné à avoir son crédit social. Et en fait, il y a des satires qui existent. Il y a une excellente série sur Netflix qui s'appelle Broken Mirror, non? Comment ça s'appelle? Black Mirror, Black Mirror. Et où on voit le crédit social qui est lié aux amis sur, enfin, sur l'équivalent de Facebook. C'est ça en réalité. Et alors c'est en plus pervers parce qu'évidemment, comme on sait que ces algorithmes ont tendance à vous faire rencontrer les gens qui sont comme vous, eh bien, plus vous êtes dans les gagnants, plus vous serez jugé par des gagnants, plus vous êtes dans les perdants, plus vous serez jugé par les perdants. Bon, après, comme je suis quelqu'un qui n'est pas fermé aux idées, des fois, je me dis que l'honnête citoyen, celui qui finalement ne provoque pas de troubles dans la société, qui paye ses impôts, s'il y avait une espèce de carte quand il a un dépassement de 10 km/h en disant écoutez, voilà, regardez, tout ceci prouve que moi, j'embête personne. Alors si je pouvais pour une fois bénéficier d'un petit passe-droit, et qu'on dise bah écoutez monsieur, comme vous êtes un citoyen qui n'embête personne, on va pas vous embêter. Eh ben, vous voyez, je dis ça, je suis pas sûr que ce serait pas populaire. Voilà. La technologie, de toute façon, on ne la désapprend pas. Donc on la domestique, ou on choisit de se faire domestiquer par elle. Ça suppose en réalité une éducation, comme tout. Alors, c'est vrai que c'est... Je dirais que c'est difficile, mais de la même manière que il y a des gens qui n'arrivent pas à pas fumer une cigarette à un repas en empoisonnant leurs voisins, ou ceux qui n'arrivent pas à décoller de la bouteille. Moi, tous les ans, je fais un espèce de grand jeûne numérique pendant 3 semaines quand je pars en août. Mon portable est fermé, plus personne ne peut m'appeler, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, et je m'aperçois que je vis très bien sans. Donc je sais que je suis encore un vieux, un type du vieux monde. Voilà. Après, c'est ça qui est la beauté dans l'humain, c'est-à-dire que dans 30 ans, peut-être que les générations qui seront nées avec Facebook, ou nées avec WhatsApp, ou nées avec Gomit, eh bien, auront une attitude beaucoup plus professionnelle que nous, qui ont découvert ça un peu comme un cadeau bonus. Nous, on a connu le monde d'avant, le monde où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc on se souvient d'un monde sans technologie. Et donc la technologie est arrivée comme un espèce de cadeau. Ça a été fantastique, brutalement tout ce qu'on pouvait faire. Ceux qui sont nés avec l'utilisent de manière différente. J'en veux pour preuve la voiture. La relation que peut avoir la génération des gens qui ont 60 ans, qui ont vu l'essor de la voiture, je dirais la lambdaisation, la démocratisation de la voiture, c'est consubstantiel. Quoi. On ne les décolle pas de la voiture. Ceux qui sont nés après, qui sont nés avec la voiture, sont capables de dire j'en achète pas. Preuve qu'il y a bien, à un moment donné, une accoutumance au progrès technique.
Est-ce qu'il y a une jeunesse ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Moi, quand j'étais à leur place, moi j'appartenais à cette jeunesse qui écoutait les anciens en considérant que les gens qui étaient passés avant moi avaient sans doute, j'avais plus de respect parce que je disais eux ils savent et moi je ne sais rien. Le drame, c'est qu'on a convaincu une partie de la jeunesse que c'était à elle de mener le monde. D'ailleurs, dans le débat politique, j'ai des gens qui disent non mais que pensent les jeunes? Les jeunes disent qu'il faut faire ça. Mais c'est un bouleversement de valeur par rapport à il y a 50 ans. Il y a 50 ans, vous étiez jeune, on vous disait écoute petit, tu sais rien, tu vas te mettre dans un coin, hein, puis quand tu auras fait tes preuves, tu auras l'occasion de donner ton avis. En attendant, tu vas écouter les vieux monsieur au chapeau gris. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez des adultes qui disent non mais regardez, moi je porte un pantalon baggy, je suis comme vous. C'est donc, sauf que là encore, on demande à des gens qui sont nés il y a 20 ans, qui n'ont pas d'expérience particulière de la vie, sinon par les médias, de décider du monde dans lequel ils vont vivre. Mais c'est une responsabilité qui est énorme. Moi, si je devais leur... Mais c'est pas un message qui est populaire, mais ce serait de dire, d'abord, comprenez comment on en est arrivé là, essayez de faire le tri entre... Il faut avoir du respect pour ce qu'ont fait vos prédécesseurs, mais n'oubliez pas qu'ils n'étaient pas plus intelligents que vous. Et donc, ils ont pu faire des graves erreurs. Et donc, toute la difficulté, en réalité, elle est de garder le bon et de dire, ben ça, vous vous êtes planté. Et puis, troisièmement, de ne pas tomber dans cette perversion qui est de considérer que le monde est né avec vous. D'accord. Un peu d'humilité, c'est de comprendre que le monde est né il y a 2000 ans, que les Romains étaient peut-être moins techniquement avancés que nous, mais tout aussi intelligents. Ils ont simplement fait avec les contraintes du temps, du moment. Et que donc, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. L'avantage quand on étudie le passé, c'est qu'on s'aperçoit que l'idée hyper géniale qu'on avait, bah, figure-toi qu'il y a un type qui s'appelait Lénine, qui a eu la même que toi il y a 70 ans, et malheureusement, ça s'est pas bien terminé. Ça permet d'éviter de reproduire le passé. Dans 20 ans, moi j'en aurai 60. Dans 20 ans, on a un risque, à mon avis, de conflit ethnique sur ce territoire. Si on ne restaure pas une culture nationale, si on ne restaure pas la volonté d'être ensemble et le sens d'être français. Donc on rentre dans 2 décennies qui vont être particulièrement importantes parce qu'on a trop laissé de sujets sur le bord de la route. Et puis dans le même temps, on va avoir un vrai défi économique qui va être d'intégrer la robotisation, l'évolution des métiers, la réorganisation de la mondialisation. Donc on va avoir à la fois un choc social et un choc, on va dire, culturel. Donc dans 20 ans, ben, moi j'espère que on aura su en réalité propulser la France dans son avenir, c'est-à-dire qu'on aura réindustrialisé et qu'on aura réussi à digérer cette, ces menaces de culture communautariste. Sinon, j'ai une vision assez sombre. Ben, je pense que l'enjeu pour notre génération, c'est d'éviter que dans 20 ans, les Français qui sont aujourd'hui côte à côte ne soient pas face à face. L'enjeu, c'est d'éviter cette guerre civile qu'en réalité certains voudraient sans... Voilà. De part et d'autre d'ailleurs, hein. Il y a une grande masse, je pense, aujourd'hui de modérés qui n'en veulent pas. Et puis on a quelques excités de part et d'autre qui, ne sachant pas ce que c'est la guerre, pensent que l'élimination, pas forcément physique, mais la disparition du problème serait la réponse. Et je crois que c'est une erreur. On sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit.